Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Visite d'amitié et de travail de Roch Kaboré et de plusieurs ministres à Abu Dhabi. Une deuxième journée marquée par un entretien de haut niveau entre le président du Faso et le prince héritier commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis. On en parle. Lutte contre la corruption, adoption de la loi portant modification du quota genre et sécurité, des sujets abordés lors du point de presse du CEFOP ce mardi, détails dans cette édition. Et puis mise en liberté provisoire du général Amadou Aya Sanogo et de ses co-détenus ce mardi. Aya Sanogo, inculpé dans l'assassinat des Bérets Rouges après un contre-coup échoué en 2012, une libération qui intervient après 7 ans de détention. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre. Au deuxième jour de sa visite officielle aux Émirats arabes unis, le président du Faso Roch Kaboré et le prince héritier commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis ont eu une séance de travail. C'est la deuxième fois que les deux hommes d'État s'entretiennent à un si haut niveau. Après la première visite du président du Faso en avril 2019, ils ont convenu de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux capitales. Aussi, le président du Faso a visité deux fermes modèles dans le désert émirati. Ces fermes allient maîtrise et gestion de l'eau, mais aussi une utilisation accrue des techniques de fertilisation des sols. Le désert n'est pas une fatalité, a conclu le ministre de l'Agriculture Salif Ouedraogo au terme de cette visite. Nous l'écoutons. On a vu vraiment une ferme de près de 4000 hectares où on a vu des productions avec des rendements exceptionnel. Nous avons vu par exemple la pomme de terre qui est produite à 50 tonnes à l'hectare. C'est exceptionnel. C'est pour dire que avec le désert, on peut produire. Et nous avons vu que c'est une bonne expérience pour nous. Parce qu'on a vu le poivron, la production en serre à 180, ça fait 190 tonnes à l'hectare. Et nous avons vu également, même en termes de production de fourrage ici, nous avons vu que le fourrage se produit à près de 29 tonnes à l'hectare dans le sable. C'est pour dire que vraiment, si on veut, on peut. Et nous avons vu que vraiment c'est une chose qui peut permettre au Burkina de s'inspirer pour pouvoir mettre en place de grandes expériences pour nourrir le Burkina. Au-delà de la mécanisation, c'est une question de gestion de la maîtrise de l'eau. Parce qu'ici, on a vu qu'on maîtrisait l'eau. Et au-delà de maîtrise de l'eau, c'est la gestion de la fertilité des sols. Et ensuite, il y a la mécanisation. Donc, il faut les trois combinés doivent nous permettre vraiment de pouvoir atteindre des résultats intéressants pour le Burkina. Et là, nous sommes venus ici, nous avons vu dans le désert qu'avec le désert, on peut produire. Et nous, nos terres, nous avons des terres encore plus fertiles qu'ici. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de là, c'est une bonne expérience pour nous pour voir dans quelle mesure on peut, avec la vision du chef de l'État, mettre en place des modèles qui vont permettre au Burkina vraiment de se nourrir. Le développement de la filière coton dans ce journal. Ce 27 janvier à Koudougou s'est ouverte la 7e réunion ministérielle du groupe Coton 4. La rencontre des experts qui va durer 72 heures est la première phase du rendez-vous en prélude au Salon international du coton. Sonia Kokti. La 7e réunion ministérielle des pays de l'initiative sectorielle pour le coton C4 s'est ouverte ce 27 janvier à Koudougou à travers la rencontre des experts. Ces derniers ont la mission principale de préparer la 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce qui a lieu en juin prochain au Kazakhstan. Nous avons décidé de nous retrouver au Burkina Faso après la réunion tenue en 2018, en novembre 2018 à N'Djamena. Dans le cadre de la coordination du groupe Coton 4, les 4 pays, Bénin, Burkina Faso, Mali, Tchad. Et nous avons d'autres pays qui sont observateurs au sein du groupe des 4. Le premier pays qui s'est annoncé, c'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les experts se réunissent pour préparer la réunion du Kazakhstan au mois de juin. Donc, évaluer le travail fait à ce jour et dégager les pistes pour une décision à adopter
au mois de juin au Kazakhstan. La filière coton est une source économique importante dans chacun des 4 pays du C4. En matière de production, le bassin de Banikwara est une référence au Bénin, tout comme celui de Kantiala au Mali, celui de Moundou au Tchad et notamment Banfora au Burkina Faso. C'est donc dans l'objectif de rentabiliser au maximum cette production que le C4 a été mis en place. Certains pays développés avaient décidé donc de financer, donc de subventionner le coton au niveau international, certains États au niveau international, toute chose qui en tout cas allait entraîner la baisse donc du prix du coton sur le marché international. Donc c'est face à cette situation que les pays du C4 ont donc décidé de se mettre ensemble et de en tout cas faire le plaidoyer afin en tout cas de booster la filière. Cette réunion du C4 à Koudougou est donc ainsi ouverte. Les travaux des experts vont donner suite à la rencontre des ministres le 30 janvier prochain et à un salon international du coton textile les 30 et 31 janvier. Que font les institutions chargées de lutter contre la corruption? C'est la question que se pose l'opposition politique burkinabé au regard de ce que révèle le rapport 2019 de l'ONG Transparency International. Un rapport qui présente l'indice de perception de la corruption et note les pays et territoires selon leur niveau de corruption dans le secteur public. La question sécuritaire et l'adoption de la loi portant modification du quota genre ont également été abordées. Maxime Jean-Eudes Bombara pour le compte-rendu. Classé 76e sur 167 pays en 2015, 72e sur 176 pays en 2016, 74e sur 180 pays en 2017, 78e sur 180 pays en 2018, le Burkina Faso est passé 85e dans le classement du rapport 2019 de l'ONG Transparency International, ce qui présente le pays des hommes intègres comme de plus en plus corrompu selon l'opposition politique burkinabé, qui, face à ce qu'elle qualifie de triste performance, se pose des questions. Entre 2016 et 2019, le régime du MPP a réussi en 4 ans de mandat présidentiel la triste performance de hisser le pays des hommes intègres de la 72e place à la 85e place dans le classement de Transparency International. Que font donc nos institutions chargées de lutter contre la corruption? Ont-elles été anesthésiées par le régime en place? Où sont donc passées les promesses d'une gouvernance vertueuse? Des interrogations davantage soulevées en cette année électorale par le CEFOP qui craint que la situation ne s'empire. Il appelle donc à la mobilisation de tous les acteurs pour résorber ce phénomène, véritable frein pour le développement. En tout état de cause, pour réduire la corruption et restaurer la confiance dans la politique, Transparency International recommande entre autres des mesures susceptibles d'intéresser notre pays. Renforcer les systèmes de redevabilité et promouvoir la séparation des pouvoirs. S'attaquer au traitement préférentiel pour assurer que les budgets et les services publics ne soient pas motivés par des relations personnelles ou orientés par des intérêts particuliers. L'opposition politique burkinabé se félicite par ailleurs de l'adoption de la loi portant modification du code électoral par la représentation nationale lors de sa première session extraordinaire de l'année. Il en est de même pour la loi portant fixation du quota et modalités de positionnement des candidates et candidats aux élections législatives et municipales. 2 résolutions ont également été votées, l'une pour une enquête parlementaire sur les sociétés de téléphonie mobile et l'autre sur les sociétés immobilières. Tout en saluant ces 2 enquêtes jugées bonnes dans leurs principes, l'opposition invite le pouvoir en place à donner une meilleure suite que celles qu'ont connues les enquêtes sur le foncier et les titres miniers. Cela fait 2 ans qu'un protocole d'accord sur l'éducation crée des tiraillements entre la coordination nationale des syndicats de l'éducation et le gouvernement. Ce 28 janvier, la dite coordination a encore donné de la voix et le gouvernement a exactement 2 semaines selon elle pour une mise en œuvre diligente du protocole d'accord. Détail avec Nadine Zongo. On a donné le temps vraiment au gouvernement de pouvoir mettre en œuvre les différents points d'engagement. Mais on constate que ça traîne. Ça traîne
et sur le terrain, il y a la démotivation, les camarades sont découragés. Un ras-le-bol exprimé là par le secrétaire général de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation, CNSE. La cause, voilà 2 ans que le protocole d'accord qui lie le gouvernement et la CNSE est à moitié respecté. Une attente longue qui peut amener les travailleurs à se révolter, revient le coordonnateur de la structure qui réclame un statut valorisant pour les enseignants. Et pour ce faire, la CNSE lance un ultimatum de 14 jours au gouvernement. C'est au regard de tout ce qui précède que la CNSE, dans sa dernière lettre d'interpellation du 27 janvier 2020 adressée au Premier ministre, exige l'application, dans un délai de 2 semaines au maximum, des engagements portant notamment sur les questions de correction avec incidence financière de la bonification d'échelon pour compter du 1er janvier 2018 et ce au bénéfice de tous les personnels du MENA-PNL. À ces points s'ajoute le respect des effectifs dans les classes, l'adoption du statut valorisant et la définition de modalités d'acquisition d'ordinateurs au profit du personnel. Et sur les 56 points inscrits dans le protocole d'accord, 36 ont été satisfaits selon le gouvernement. Une affirmation que dément la CNSE. Le 5 décembre, nous lui avons adressé une correspondance et qui est restée sans suite. Dans cette correspondance, nous disions clairement au Premier ministre que sur l'ensemble des points là, le constat que nous faisons, c'est que là où il y a début de mise en œuvre, ce n'est pas allé jusqu'au bout. C'est-à-dire quand il dit que le gouvernement dit qu'il y a 36 points qui ont été satisfaits là, ce ne sont pas des points satisfaits. Ils ont démarré la mise en œuvre, mais elle est restée à mi-chemin, alors que les échéances qui étaient convenus là sont largement dépassés. Et les autres, ils sont nombreux où il n'y a même pas de début de mise en œuvre. La CNSE met donc en garde le gouvernement et appelle ses militants à se tenir prêts si toutefois le compte à rebours déclenché ce 28 janvier arrive à terme sans une réponse satisfaisante du gouvernement. Le bureau de l'association des parents d'élèves de la région du Centre a effectué une tournée dans les lycées municipaux de Signanguin, Bogodogo et Rimvougré de Ouagadougou ce 28 janvier. L'objectif de cette visite est d'aller constater la gravité des installations anarchiques autour de ces écoles. Et la situation inquiète les parents d'élèves qui pointent du doigt l'inaction des autorités communales de la ville de Ouagadougou. Michael Tougré. La question de l'installation anarchique aux alentours des établissements d'enseignement public dans la ville de Ouagadougou préoccupe les parents d'élèves. La visite dans 3 lycées ce mardi 28 a permis de dénombrer près de 200 installations qui ne respectent pas les tests en vigueur. Une sortie terrain qui commence ici au lycée municipal de Signanguin où le centre de lecture est installé entre des maquis. Autre lieu, même réalité, l'occupation illégale est aussi observée au lycée communal de Rimvougré dans l'arrondissement 11. Les abords et la clôture de ces lycées sont occupés par diverses activités. Ce que nous avons vu depuis notre sortie ce matin laisse vraiment à désirer. Vous savez que ces installations nuisent négativement à l'éducation donc, de nos apprenants, de nos enfants. Et nous avons vu cela et nous souhaiterions à partir donc de maintenant travailler à assainir ce milieu scolaire pour le bien de nos enfants. Pour les parents d'élèves de la région du Centre, cette situation engage en premier lieu la responsabilité de la mairie de Ouagadougou qui ne joue pas son rôle. Par cette visite inopinée, la fêtière des associations des parents d'élèves prennent l'opinion publique à témoin face à l'inaction des autorités communales après plusieurs interpellations. À partir du moment où la coordination régionale des APE donc, du centre est montée au créneau en front office, l'autorité communale devrait sans attendre monter sur le terrain, prendre toutes les dispositions nécessaires afin que ceux qui sont installés anarchiquement puissent donc être recasés et ensuite bien entendu travailler à
à les relocaliser afin que ces abords où sont attenus donc ces commerces-là puissent totalement être libérés. Ce sont au total 216 occupants qui sont illégalement installés aux alentours des lycées municipaux de Signoguin, Bogodogo, Kilouin et le lycée Rimvougré. La seule note de satisfaction de cette sortie de terrain a été la situation du lycée municipal de Bogodogo où la direction de l'établissement a pour l'instant trouvé la solution de cette occupation anarchique. Ouverture de la 9e édition du Salon international de l'étudiant ce mardi à Ouagadougou, prévu du 28 au 30 janvier. Ce salon se veut un cadre d'échange et de rencontre entre les acteurs du monde éducatif. La formation au métier de l'industrie, c'est le thème qui a été retenu pour cette édition. Sanata Serré. Élèves et étudiants ont honoré ce mardi 28 janvier le rendez-vous du Salon international de l'étudiant. C'est un salon qui vise à créer un cadre d'échange entre les élèves et les étudiants des universités publiques et privées et les acteurs du système éducatif. Ce salon vise également, selon son initiateur, à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et le leadership des étudiants. Une initiative appréciée par le ministre en charge de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est un outil qui permet donc aux jeunes de pouvoir échanger entre eux, de pouvoir partager donc les expériences que chacun d'eux a, mais aussi de partager donc ces expériences-là avec des aînés, avec des gens qui ont donc réussi, et aussi de partager aussi un savoir. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi, il faut une lutte âpre donc pour pouvoir donc y accéder. Mais à travers donc ce genre de rencontres, ça donne donc l'occasion de pouvoir dire aux jeunes, voilà quels peuvent être donc leur avenir. C'est aussi une opportunité pour ces jeunes de s'informer sur les possibilités de formation et d'orientation au cours de leur cursus. D'où la motivation du secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires à accompagner l'initiative. Je pense que c'est une bonne chose parce que permettre aux étudiants de venir échanger sur les opportunités d'emploi ou l'employabilité des jeunes après l'université, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ils viennent, ils peuvent discuter, rencontrer des gens qui sont passés par le même cursus qu'eux, échanger, bénéficier de leur expérience. Et c'est juste leur donner de l'espoir aussi en disant que chaque Burkinabé, parce que je l'ai dit tantôt, les Burkinabés sont souvent les meilleurs dans les domaines qui sont les leurs et dans les organisations où on a pu les rencontrer. La formation au métier de l'industrie, c'est sous ce thème que se tient cette 9e édition du Salon international de l'étudiant. Il sera marqué par des panels et des expositions du 28 au 30 janvier au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO. Entre 5 et 6 millions de Juifs ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale dans le plus grand camp de concentration nazi à Auschwitz en Pologne. La nécessité de tirer les conséquences de cette tragédie a été rappelée hier lundi 27 janvier à Abidjan, initiée par l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. 75e anniversaire de l'Holocauste d'Auschwitz a servi de tribune pour un plaidoyer en faveur du respect des droits de l'homme et contre toutes les formes de discrimination raciale. La correspondance de Yamba Cabré. Plus jamais, c'est ce que l'on peut retenir des interventions des ambassadeurs des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de la Russie, de la République fédérale d'Allemagne, d'Israël, du Noce apostolique et des rabbins israéliens à l'occasion de la cérémonie marquant la commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste ce 27 janvier 2020. Le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, qui abrite cette commémoration, s'est dit solidaire pour évoquer un triste passé afin d'éviter à l'avenir de telles violations massives des droits humains. Nous venons de commémorer la mémoire d'environ 6 millions de victimes de cette tragédie, de cette violation grave et massive des droits de l'homme, pour parler du passé, à l'effet d'évoquer ensemble les garanties de non-répétition. Quant au rabbin Alain Michel, il a, dans son allocution, souhaité plus d'actions concrètes pour dissiper les prémices de telles tragédies. Il ne faut pas seulement affirmer plus jamais ça. Il faut également faire que lorsque on se rappelle
de ce qui s'est passé pendant la Shoah, j'ai des décisions opératoires qui sortent de là. Nous sommes tous concernés par le sort de nos prochains. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire estime que le monde n'a peut-être pas su donner des réponses adéquates à cette célèbre interpellation de désolation plus jamais. Et cette commémoration symbolise, selon lui, la volonté commune de tous à travailler pour l'ancrage de la démocratie et la lutte contre l'exclusion et la stigmatisation. La première étape du chemin qui mène au génocide consiste à stigmatiser un groupe. Ensuite vient l'incitation au mépris, à la haine, à l'injustice. Il n'y a pas de meilleur moyen de commémorer l'Holocauste que d'œuvrer chaque jour pour promouvoir le respect de la dignité de chaque personne. Pour l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Bénin et au Togo, organisateur de cette journée de célébration de la libération du peuple juif, c'est un devoir de mémoire. C'est un devoir que nous avons avec les prochaines générations. C'est un message de tolérance, de contre les différentes formes de discrimination. Plus jamais. Cette commémoration, faut-il le rappeler, a vu la présence des guides religieux, de la chefferie traditionnelle ivoirienne, des personnalités promoteurs des droits humains et du représentant des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Philippe Poinceau. Je vous le dis en titre, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako a décidé de la mise en liberté provisoire du général Amadou Aya Sanogo et de ses codétenus ce mardi 28 janvier 2020. Une libération qui intervient après 7 ans de détention. Amadou Aya Sanogo, qui avait renversé le président Amadou Toumani Touré, est inculpé dans l'assassinat des Bérets Rouges après un contre-coup échoué en 2012. Le récit d'Adam Khaled Ouedraogo. La justice malienne a ordonné la mise en liberté provisoire du général Amadou Sanogo, meneur d'un coup d'État en 2012 et détenu depuis 6 ans pour l'assassinat présumé de soldats antiputschistes. Le verdict a été prononcé en délibéré ce mardi 28 janvier. La cour d'appel de Bamako a également décidé la mise en liberté provisoire de la dizaine de co-détenus d'Amadou Sanogo. Accusé d'avoir ordonné l'assassinat de 21 bérets rouges en 2013, Amadou Aya Sanogo est assigné à résidence à Sélingué dans la région de Sikasso, où son procès a été délocalisé en novembre 2016. Auparavant, toutes les demandes de liberté provisoire de Sanogo ont été rejetées. Amadou Sanogo est l'un des leaders du coup d'État qui avait chassé le président Amadou Toumani Touré le 22 mars 2012 du pouvoir. Ce coup d'État a précipité la déroute de l'armée face à la rébellion à dominante Touareg et au groupe djihadiste lié à Al-Qaïda dans le nord du pays. La région était ensuite tombée sous la coupe des djihadistes qui avaient évincé les rebelles. L'ex-chef de la junte militaire va recouvrer la liberté alors que l'armée malienne est soumise à la pression des attaques djihadistes qui ont fait des centaines de morts dans ses rangs ces derniers mois. La décision de la Cour était attendue comme susceptible de désamorcer de possibles tensions que causerait une éventuelle reprise de son procès. Et toujours sur le même sujet, notre spécialiste des questions internationales nous propose une analyse. Abdoulaye Bari intervenait à notre édition de la mi-journée. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que la partie civile ne s'est pas opposée, comme on pouvait s'y attendre, à cette demande de liberté provisoire. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait un consensus à ce niveau, parce que la partie civile avait la possibilité de s'y opposer. Premier élément. Le second élément, on est dans un pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, où le tissu social est fragilisé à cause, bien évidemment, de la crise que vit le pays depuis 2012. On est dans un pays, après la signature de l'accord politique qui a porté donc l'actuel Premier ministre au pouvoir, à un pays à la recherche des voies et moyens pour une véritable réconciliation nationale, pour stabiliser le pays, pour, si vous voulez, décrisper la situation nationale. Donc, d'un côté, bien évidemment, la libération de Amadou Aya Sanogo, pour certains analystes, donc, pourrait contribuer à décrisper la situation nationale, mais bien évidemment, on reste dans un contexte où les victimes, ou les parents des victimes, j'allais dire, ne vont pas avoir d'un bon nez cette libération, parce
parce que eux, ils s'attendent en tout cas à un jugement et à une condamnation de Amadou Aya Sanogo. Ça, c'est un élément important. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il y a un élément de droit qu'il faut qu'avance donc la défense. C'est pas normal qu'il soit détenu pendant 7 ans sans jugement, mais on espère que sa libération va contribuer davantage à apaiser la situation. Le Mali qui est à la recherche des voies et moyens donc pour ressouder les tissus sociaux fortement fragilisés depuis 2012 avec la crise sécuritaire et la crise politique que vit le pays. La deuxième édition de la Coupe de pétanque du ministre de l'Intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur a connu son épilogue ce dimanche à Pabré. Promouvoir le sport et les activités socio-sportives et renforcer les liens d'amitié des boulistes du Burkina Faso. Tel est l'objectif de l'initiateur, un tournoi qui s'est tenu sur 2 jours. La grande finale a opposé l'équipe de l'AS Sonapost à celle de Souton Noma. Assami Chamtoré. Cette finale a opposé les 2 meilleures équipes reconnues par la Fédération burkinabé de pétanque. C'est donc pas une surprise au vu de leur performance qu'on les retrouve en finale. Au premier jeu, Souton Noma, grâce à ses belles lancées, arrive à placer plusieurs boules et prend l'avantage sur son adversaire. Au deuxième, AS Sonapost se réveille et remonte au score légèrement. C'est dans le troisième jeu que tout s'est décidé. Souton Noma, plus déterminant et précis, réussit à prendre complètement l'avantage et remporte la deuxième édition. Cette coupe qui vient en appui dans les activités de la fédération est un plus pour ces compétiteurs qui se sont exercés avant le début du championnat. Le maire de Ouagadougou, amateur de ce loisir, apprécie l'engouement. Je pense que c'est une activité à encourager. Vous avez vu l'engouement que cela crée et vous avez vu tout ce monde qui est venu ici jusqu'à très tard et cet après-midi pour voir ce jeu de pétanque qui est dans sa deuxième édition et qui a innové en faisant en sorte qu'il y ait 2 types de compétitions. Une compétition pour les villages de Pabré et une compétition pour les équipes professionnelles. Et je pense que c'est vraiment une activité de loisir à encourager et parce que c'est une activité qui contribue pleinement à la cohésion sociale. Cette compétition a regroupé d'abord les équipes locales qui se sont affrontées avant de pouvoir croiser les équipes professionnelles. Un niveau d'ensemble satisfaisant pour le promoteur. Je pense que pour cette deuxième édition, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Si vous étiez là l'année dernière, vous avez été témoin de ce qui s'est passé. C'était une première et nous avons promis aux équipes locales que nous ferions quelque chose pour elles aussi. Donc, dès l'année dernière, nous avons pu leur donner des jeux de boules pour qu'elles s'entraînent. Et je pense que cette année, nous avons pu avoir toute la journée d'hier les éliminatoires et finale de la Coupe Inter-Village. Et aujourd'hui, nous avons eu les professionnels. De ce qui ressort de ces 2 jours, c'est que le niveau était très bon. Nous avons eu de très bonnes équipes. Je pense que, comme j'ai souhaité, je souhaiterais qu'effectivement, dès la 3e ou la 4e édition, nous ayons aussi des équipes professionnelles à Pabré pour affronter les autres qui viendront derrière. Souton Noma est reparti avec des médailles, le trophée et une enveloppe financière. AS Sonapost également a reçu des médailles et une enveloppe à l'appui. Les équipes consolantes n'ont pas été oubliées. Les plus méritantes ont été également récompensées. C'est la fin de ce journal, une édition qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Twitter TV.